Le crépuscule tombait sur Ouagadougou, non pas comme un voile, mais comme une braise s'éteignant lentement. Le soleil, un disque de cuivre en fusion, baignait la capitale d'une lumière ocre qui allongeait les ombres et donnait aux rues poussiéreuses des allures de rivières asséchées. C'était l'heure où la morsure du jour s'atténuait, où la vie reprenait ses droits dans un murmure collectif fait de conversations, de rires d'enfants et du son lointain des tam-tams. Dans le silence climatisé de son véhicule blindé, le capitaine Ibrahim Traoré observait ce tableau vivant. Il n'était pas un président de palais. Son bureau était la nation elle-même. Ses dossiers étaient les visages de son peuple. Ce soir-là, il se rendait sur le chantier d'une future école professionnelle, l'un de ses projets qu'il appelait les fondations de la dignité. Il aurait pu se contenter des rapports satinés que ses ministres lui préparaient, remplis de chiffres et de projections optimistes. Mais les chiffres ne saignaient pas, ne transpiraient pas, n'espéraient pas. Seule la réalité du terrain portait la vérité. Son regard, celui d'un soldat habitué à scanner l'horizon en quête de menaces, se posait maintenant sur des scènes d'une paix précaire. Des femmes, silhouettes altières et gracieuses, marchaient en file indienne, des bassines chargées de mangues ou de tissus colorés en équilibre parfait sur leurs têtes, des anciens, assis sur des bancs de fortune sous un baobab, égrenaient leurs chapiais, leurs lèvres murmurant des prières aussi anciennes que la terre elle-même. Et partout, des enfants. Cette richesse explosive et insouciante jouait avec des pneus usés et des ballons de fortune, leurs éclats de rire étant la seule véritable musique de la ville. Une douleur familière étreignit le président, une colère sourde, non pas contre son peuple, mais pour lui. La dignité. Ce mot revenait sans cesse dans son esprit. Ce n'était pas seulement avoir un toit ou de la nourriture, c'était le droit de ne plus avoir à courber l'échine, la possibilité de regarder l'avenir sans crainte, la fierté d'être l'artisan de son propre destin. Chaque visage qu'il croisait était un chapitre d'un grand livre de résilience, mais il savait combien de pages étaient encore marquées par la souffrance et le manque. Le convoi arriva sur le site. C'était un chaos organisé, un ballet de machines et d'hommes sculptant l'avenir dans la latérite rouge. À la vue des véhicules officiels, un silence soudain se propagea, comme une onde. Les moteurs de bulldozer s'éteignirent, les marteaux-piqueurs se turent, les conversations s'interrompirent, les ouvriers, le corps luisant de sueur et zébré de poussière, se redressèrent, mêlant respect et appréhension. Sa garde rapprochée, efficace et discrète, commençait à établir un périmètre de sécurité. D'un geste simple mais impérieux de la main, Traoré les arrêta. « Restez en retrait. Je ne suis pas venu inspecter des murs, mais rencontrer des hommes. » Il descendit et ses bottes de combat soulevèrent un petit nuage de poussière. Il se déplaçait avec une aisance qui détonnait avec son statut, serrant des mains calleuses, posant des questions précises sur la qualité du ciment, sur les délais, sur les conditions de travail. Il n'était pas dans la condescendance, mais dans l'échange. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et dans ses yeux, les ouvriers ne voyaient pas un politicien, mais un frère d'armes engagé dans une autre sorte de bataille. C'est alors qu'il le perçut. Un son à la limite de l'audible, une note fragile et discordante dans la symphonie brute du chantier. Un gémissement, aigu, ténu. Il s'arrêta net, le visage tourné vers le vent comme pour mieux capter cette plainte éthérée. Le contremaître qui l'accompagna ne sembla rien ne marquer, mais le son revint, plus insistant. Et cette fois, il n'était pas seul. Un second cri identique se superposa, créant une harmonie déchirante de détresse. C'était le corps désespéré de nouveau-né. « Silence !» Sa voix, habituée à couvrir le vacarme des champs de tir, claqua dans l'air. Toute activité cessa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, son regard balayant les alentours. Le contremaître, un homme massif à la peau tannée par le soleil, fronça les sourcils. « Mon président, je n'entends rien. Sûrement des chatons, et il y en a beaucoup qui naissent dans les parages. » Mais le cri reprit, une double lamentation qui semblait venir des entrailles de la terre,
Un appel si pur et si tragique qu'il glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. « Un chat ne pleure pas la misère du monde », dit Traoré, sa voix devenue grave. Une certitude terrible s'empara de lui. Il ne suivit plus un son, mais un instinct, une force invisible qui le tirait vers le coin le plus sombre et le plus reculé du chantier. Derrière une pyramide de parpaings gris, à l'ombre d'une bétonnière silencieuse, la scène se révéla dans son insoutenable crudité. Sur un morceau de pagne délavé, posé à même la terre battue, deux êtres minuscules, deux vies à peine commencées, gisaient blottis l'un contre l'autre. Des jumeaux. L'un, le plus agité, pleurait de toutes ses forces, son petit corps secoué de spasmes, le visage violacé par l'effort. L'autre, plus faible, semblait avoir renoncé, de petits soupirs plaintifs s'échappant de ses lèvres. Leurs mains, parfaites et minuscules, s'agitaient, cherchant dans le vide une caresse qui ne venait pas. Un silence de cathédrale tomba sur les hommes présents. Le vent lui-même semblait avoir suspendu son souffle. Un enfant abandonné est une tragédie. 2, c'est le symptôme d'une société qui a perdu son âme. C'est le désespoir élevé au carré. Le cœur du capitaine Traoré se contracta. Toute la force, toute l'autorité, toute la puissance de sa fonction s'évaporait, le laissant nu face à cette innocence trahie. Il s'agenouilla, un genou à terre, geste de soldat devant un camarade tombé, geste de croyant devant le sacré. Le monde se rétrécit à cet espace de quelques centimètres carrés de tissu sale. Il regarda les visages de ses gardes, d'ordinaire impassibles, et il eut le même effroi, la même interrogation muette. « Qui ?» murmura-t-il, la voix étranglée par une émotion qu'il ne cherchait pas à contenir. « Quelle femme, quelle mère, après avoir porté un double miracle, après avoir survécu à une double épreuve, peut se résoudre à laisser son propre sang crier dans la poussière ? Quel abîme de souffrance faut-il atteindre pour commettre un tel acte ? » Une larme roula sur sa joue et s'écrasa dans la poussière, y traçant une minuscule étoile sombre. Avec une délicatesse qui contrastait violemment avec ses mains de soldat, il se pencha. Il glissa une main sous le premier bébé, puis sous le second. Les deux corps, si légers, si fragiles, semblaient ne peser que le poids de la peine du monde. Il les ramena contre sa poitrine, les calant dans le creux de ses bras. Et là, contre le tissu rêche de son treillis, contre le rythme lent et puissant de son cœur, une sorte de magie opéra. Les cris s'apaisèrent, se transformant en soupirs. Les deux petites têtes trouvèrent un refuge, un ancrage. Peut-être pour la toute première fois de leur existence, sentirent-ils la chaleur d'un rempart contre le vide. « Ça va aller maintenant », leur chuchota-t-il. « Je vous le promets, vous ne serez pas oubliés. » Se relevant, portant sa précieuse et double charge, il se tourna vers son chef de la communication. Son esprit, un instant submergé par l'émotion, était redevenu stratégique. Prenez une photo, juste deux. Serrez le cadre, que l'on ne voit que leur solitude. Son ordre était clair. Affichez-la dans les quartiers populaires, sur les marchés, près des fontaines. Que chaque mère la voie. Mais, et ceci est un ordre absolu, personne ne doit savoir qu'ils sont avec moi. La nouvelle de leur découverte au palais attirerait les vautours, pas la colombe. Nous cherchons un cœur brisé, pas des mains tendues par la cupidité. Pendant 7 jours et 7 nuits, le palais présidentiel, d'ordinaire un lieu de protocole rigide et de décisions graves, vécut au rythme de 2 nourrissons. Une aile fut transformée en nurserie improvisée. Des gardes républicains, colosses formés au maniement des armes, apprirent avec une maladresse touchante à préparer des biberons. Des intendances habituées à organiser des banquets d'État se mirent en quête des meilleures poudres de lait et des langes les plus doux. Les jumeaux étaient devenus le secret le mieux gardé et le plus précieux de la République. Chaque soir, après des journées passées à arbitrer des conflits ministériels et à étudier des dossiers économiques complexes, le capitaine Traoré se retirait dans cette nurserie. Il renvoyait les aides-soignantes et restait seul avec les 2 berceaux. Il les regardait dormir, fasciné par la perfection de leurs mains, par le duvet sur leur crâne, par la confiance absolue de leur sommeil. Tenir ces 2 vies dans ses bras était pour lui une forme de méditation, un rappel brutal et essentiel de la finalité de son combat. Ce n'était pas pour le pouvoir, ni pour la gloire, mais pour que plus jamais un enfant ne soit considéré comme un fardeau. Mais la semaine s'écoula dans un silence assourdissant. Personne ne se manifesta. L'image des 2 bébés, placardés sur les murs de la ville, suscitait la pitié et les prières,
Mais aucune mère ne vint réclamer sa chair. Le désespoir ou la peur l'emportaient. Au matin du 8e jour, Traoré prit sa décision. La discrétion avait échoué. Il fallait changer de stratégie, forcer le destin. Il convoqua son équipe. « C'est terminé. Annoncez-le sur la radio nationale, à la télévision. Dites que les jumeaux abandonnés sur le chantier sont ici, au palais, sous ma protection personnelle. Si leur mère est en vie, elle saura qu'ils sont en sécurité. Si elle a encore une étincelle d'amour, elle viendra. Elle doit venir. » L'annonce produisit l'effet d'une bombe. Le lendemain, les grilles du palais furent prises d'assaut. Une foule hétéroclite de femmes, une cinquantaine au moins, se bousculait, criait, pleurait. Chacune d'elles jurait être le mère des jumeaux. Il y avait des jeunes filles aux yeux effrayés, des femmes mûres au visage marqué par la vie, des mères de familles nombreuses espérant un miracle financier. Observant la scène depuis son bureau, Traoré sentit une vague de dégoût le submerger. Ce n'était plus seulement le désespoir qu'il voyait, mais une misère morale, une tentative abjecte de profiter de la tragédie. Sa tristesse se figea en une détermination de glace. Il descendit, sans escorte, et s'avança jusqu'aux grilles, un mégaphone à la main. Sa voix porta. Calme, mais chargée d'une autorité qui imposa le silence. « J'entends votre clameur, j'entends votre douleur ou votre avidité. Alors écoutez-moi bien, la vérité sera établie, non pas par des paroles, mais par la science. Une enquête ADN sera menée sur chacune d'entre vous. Je trouverai la véritable mère. Quant aux autres, toutes celles qui auront menti, elles seront arrêtées sur le champ, pour parjure, pour tentative de fraude et pour avoir insulté le lien le plus sacré qui soit. » L'effet fut instantané. La certitude froide de la science balaya les mensonges. Les visages se décomposèrent. En moins de 10 minutes, la foule se dispersa, ne laissant qu'un petit groupe d'une dizaine de femmes, plus obstinées ou meilleures menteuses que les autres. Traoré les fit entrer dans la cour du palais. « Vous êtes donc si sûr de vous ? Votre courage est admirable, s'il n'est pas de l'inconscience. L'enquête commence. » L'équipe médicale arriva. La tension était à son comble. Alors que le médecin expliquait le protocole, la panique gagna les rangs. Les justifications fusèrent, de plus en plus absurdes. L'une après l'autre, 9 d'entre elles cédèrent, avouant leurs mensonges. Il n'en resta qu'une. Une femme au regard dur, au calme presque effrayant. Alors que le médecin s'approchait d'elle, seringue à la main, un geste presque imperceptible eut lieu. Une liasse de billets, discrètement, tenta de passer de la paume de la femme à celle du médecin. Mais l'œil d'un garde, et surtout celui du président, ne manquèrent rien. La corruption, ce cancer que Traoré combattait chaque jour, il n'en resta qu'une. Une femme au regard dur, au calme presque effrayant. Alors que le médecin s'approchait d'elle, seringue à la main, un geste, presque imperceptible, eut lieu. Une liasse de billets, discrètement, tenta de passer de la paume de la femme à celle du médecin. Mais l'œil d'un garde, et surtout celui du président, ne manquèrent rien. La corruption, ce cancer que Traoré combattait chaque jour, venait de s'inviter de la plus vile des manières. L'arrestation fut immédiate et sans ménagement. L'enquête, enfin débarrassée des parasites, put véritablement commencer. Les enquêteurs retournèrent sur le terrain, interrogeant discrètement autour du chantier. Ils finirent par trouver la piste, une jeune femme, nommée Achia. Les voisins la décrivirent, autrefois mariée et heureuse. Puis son mari était parti chercher du travail en Côte d'Ivoire et n'était jamais revenu. Rejetée par sa belle famille, puis par la sienne, elle avait caché sa double grossesse comme une honte. On la retrouva dans une case misérable, au fond d'une cour. Elle était prostrée, un fantôme consumé par le chagrin et la faim. En voyant les émissaires du président, elle crut à son arrestation et s'effondra en suppliant. Elle raconta tout entre 2 sanglots. L'accouchement, seule, les 2 bébés qui pleuraient et elle n'ayant plus de lait, n'ayant rien à leur donner. L'idée terrible qui avait germé, les abandonner là, sur ce chantier présidentiel, n'était pas un acte de cruauté, mais son dernier, son unique acte d'amour et d'espoir. Elle préférait les savoir vivants loin d'elle que morts dans ses bras. Les retrouvailles furent organisées au palais, loin des regards. Ce fut un moment d'une émotion pure. Quant à Chiaretra, les 2 bébés, tenus par des nourrices, étaient agités. Mais à l'instant où elle les prit, où ils sentirent son odeur, la vibration de sa voix murmurant leur nom, un calme
absolue s'installa. Ils se nichèrent contre elle, retrouvant leur monde. La preuve était faite. Le sang avait parlé. Le président Traoré, observant la scène à distance, sut qu'il avait fait le bon choix. Mais il savait aussi que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer. Car en sauvant ses enfants, il avait mis le doigt sur les plaies béantes de sa nation, la pauvreté, la corruption et le désespoir. Et ses ennemis, ceux qui prospéraient sur ces mêmes plaies, le regardaient maintenant avec une haine renouvelée.